Donc je vais vous présenter un petit peu un retour sur notre politique de gouvernance au sein de Renault en deux aspects. Comment on garantit que la donnée est produite proprement, au bon standard et qu'elle va être réutilisée techniquement de la meilleure des manières. Et comment on garantit que le niveau d'information en termes de métadata est bien alimenté correctement. Donc moi je suis chez Renault depuis maintenant 3 ans sur des sujets data. Je m'occupe aujourd'hui de toute la mise en œuvre des techno data lake on-premise et principalement sur nos infrastructures et prochainement sur du cloud, sur GCP. En termes d'organisation, rapidement, parce que c'est important si on veut avoir une bonne gouvernance de données, chez Renault, on essaye de réfléchir data-centrique, dans le sens où nous avons un pôle data, vous voyez, tout en haut, transverse à toute l'entreprise, qui va contenir des compétences en termes de data science, data analyst, data ingénierie et data gouvernance. On retrouve chez Renault un certain nombre de pôles transverses. On voit la data, il y a la techno pour les développeurs front, back, full stack, les DevOps. On retrouve un pôle agile pour du coaching, des Scrum Masters, un pôle UX pour ceux qui vont nous aider à faire de user experience et du UI. Un produit data chez Renault, ça fait appel à des compétences qui viennent grosso modo partout, dans tous les pôles, avec des équipes pluridisciplinaires. Et le Data Lake, la plateforme Data Lake chez Renault, est un produit data comme n'importe quel autre. On retrouve au sein du Data Lake trois principales équipes. Une qui la met en place et qui la maintient en condition opérationnelle, dont je m'occupe. Une qui est orientée service, donc qui doit aussi la maintenir en conditions opérationnelles et qui va être le support utilisateur de premier niveau, le reporting sur les applications métiers qui tournent, le monitoring et la supervision sur une approche SRE, de Site Reliability Engineer à la Google, et une équipe de data delivery qui est cliente de toutes ces technologies et qui va charger la donnée au bon endroit, au bon format. Alors, une petite digression avant de commencer, un problème de données, et je vais l'illustrer avec un exemple qui est vieux de plusieurs centaines d'années. Quand vous voulez générer de la donnée, prenons un livre c'est de la donnée sur quelques centaines, quelques milliers de pages. Si vous vouliez générer ceci il y a quelques années, quelques centaines d'années, vous preniez un moine qui n'avait rien d'autre à faire de ses journées que de prier, manger du fromage et boire du vin de messe, dans cet ordre-là avant de rédiger un livre, et donc qui pouvait produire de la donnée. En termes de scalabilité, vous vouliez 2 livres, il fallait 2 moines. Risque d'erreur parce que tout était écrit manuellement. Là-dessus, on a inventé l'imprimerie, qui est donc à partir d'une machine, d'une grande plaque, d'une configuration, de permettre d'imprimer plusieurs fois le même modèle de bouquin. Vous remplacez moine par data engineer, vous remplacez fromage et vin de messe par PlayStation 4 et baby-foot, et vous obtenez ce qu'on peut avoir aujourd'hui en data ingénierie, je suppose chez beaucoup d'entre vous. Ce qu'on veut apporter là, c'est un cadre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des dizaines et des dizaines de data engineers qui vont chacun écrire leur code Spark, Databricks ou autre, dans leur coin et partir en production avec des dizaines et des dizaines de codes qui ne seront pas maintenables à chaque fois qu'on va vouloir faire des opérations techniques. Pour ceci, nous avons mis en place une solution qu'on appelle chez nous en interne le Data Lake Loader, sur lequel je reviendrai. Paradoxalement à ça, produire de la donnée, c'est bien, mais on nous a posé beaucoup de fois la question il y a quelques années sur mince, qu'est-ce qu'il y a dans le Data Lake ? Quelles données j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec? De la même manière que je me défie de trouver un livre en particulier dans cette pièce, on a eu besoin d'un système de nomenclature, de cataloging, qui permettent de répondre à la question, il y a quoi dans le Data Lake, notamment pour pouvoir démarrer des nouveaux projets, mais aussi pour être conforme au RGPD. Et donc c'est une solution Data Lake Explorer que nous avons également chez nous. C'est vraiment les deux qui vont permettre d'avoir une bonne gouvernance de données. La donnée est bien propre, elle est bien au format à laquelle on s'attend, et je sais où elle est. Alors, on a une infrastructure Data Lake qui est basée sur 3 principales zones. Rapidement, donc une zone de transit vers laquelle les données arrivent dans l'état dans lequel elles sont. Récupérer un zip, vous récupérez un CSV, un Excel ou autre. On a 2 zones principales, la RAW, la GOL. La RAW, c'est la donnée brute telle qu'elle existe dans le système d'information au bon format pour qu'elle soit exploitable directement dans le Data Lake. Et de la GOL, c'est de la donnée qui est produite à partir d'autres données. Donc, si nous avons 2000 systèmes d'information chez Renault, on va retrouver 2000 zones RAW et un certain nombre de data products qui vont avoir des données GOL.
On retrouve des usages de data science, data analytics sur les données raw, les données gold. La data ingénierie va se focuser sur l'ensemble des tâches de capture, loading, refining et consumption. Et la gouvernance, et c'est important, elle est entièrement transverse à tout ceci. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire un KPI qui apparaît sur un executive board, il provient de tel système d'information et il a été consommé dans telle ou telle zone. En termes de scope technique, on utilise beaucoup de technologies. Alors le DLL, Data Lake Loader, désolé pour ceux qui n'aiment pas Windows, on l'utilise pour raffiner nos données, les charger. On a un certain nombre de briques, on fait du Hive, du Spark, du Scala, du Python, du R, et on exploite avec du Spotfire ou du D3. Alors le DLL, Data Lake Loader, si on fait un focus particulier là-dessus, on est arrivé à un point, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, où on avait une situation où des dizaines de data engineers avaient produit des dizaines de jobs et on avait du mal à avoir la visibilité sur ce qui était en production et d'avoir une bonne visibilité sur ce qui était produit. On a mis en place cet outil qui est un framework développé en Spark Scala qui permet de centraliser un certain nombre de choses et de standardiser les chargements de données. Donc déjà d'apporter un cadre, c'est-à-dire que quand on charge la donnée dans un data lake, on a le choix entre de l'ORC, on peut faire du parquet, on peut écrire en text file, on peut écrire en tout ce qu'on veut. Chez Renault, on est sur du Horton, donc c'est de l'ORC. En termes d'industrialisation, c'est du OSI. Par contre, en termes de scheduling, on a besoin d'apporter un cadre. Donc nous avons apporté un cadre avec l'outil qui permet déjà d'apporter une standardisation de jobs de production, c'est-à-dire qu'on a une visibilité sur tout ce qui tourne en prod. On centralise tout ce qui est tous nos logs au même endroit en termes de supervision. Et surtout, ce qui est important dans le cadre de l'outil, c'est qu'on industrialise le lancement et qu'on peut déployer des jobs chez nous qui vont raffiner de la donnée sans écrire une seule ligne de code sur une approche ETL classique. C'est très important. On a démocratisé l'accès au data lake, non pas à des profils techniques data engineer, mais à en gros n'importe qui chez Renault. Et on a des clients de toutes les directions de Renault. On ajoute toute la brique de monitoring and alerting qui permet aussi, vu qu'on a un seul job central unique qui est configuré, de pouvoir modifier et ajouter des fonctionnalités plus rapidement. Aujourd'hui, donc, ça reste du développement interne basé sur une approche ETL, Extract Transform Load, qu'on a renommé en Reader, Transform et Persist parce que c'était pas sexy de parler d'ETL sur du Big Data. Mais on a principalement plusieurs technologies Reader telles qu'on a dans la maison, des transformers de type custom, de type SQL. Le SQL revient en force dans le Big Data avec des performances qui sont assez sympathiques. Et toute une approche SDK, dans le sens où nous avons publié un outil, un ETL qui s'utilise sur la base de conf, mais qui propose également un SDK qui peut être réutilisé par des projets qui ont des use cases qui ne sont pas compatibles avec l'outil. Et des persisteurs. Aujourd'hui, on fait de l'ORC, on a beaucoup de Hive et beaucoup également d'Elasticsearch. On se sert d'Elasticsearch comme une serving layer parce que ça permet, en low latency de quelques millisecondes, d'avoir accès à sa donnée. Alors ça apporte un cadre, on parlait tout à l'heure de mode delta, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire un upsert par exemple sur les techno data lake. Nous avons une manière standard par exemple de faire de l'upsert qui standardise des flags de mise à jour, des dates de mise à jour, des dates de création, ce genre de choses, qui est très importante quand on veut derrière exploiter les données. En termes d'usage, on a 175 utilisateurs qui l'utilisent, 142 projets, 2276 tables alimentées. À date où j'ai écrit les slides, donc il y a 30 minutes. Donc c'est quand même assez conséquent, ce qui nécessite de devoir maintenir le tout en conditions opérationnelles. 2276 flux en production depuis 8 mois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros applicatif en Spark qui a été développé par 3 équivalents temps plein, 5-6 personnes, dont un ou deux Xebia, 14 000 lignes de code et un développement sur 18 mois. Le ratio rapport qualité-prix entre le nombre de flux en production et le coût de développement font qu'aujourd'hui, on est assez satisfait de la manière dont ça tourne. Donc on a chargé de la donnée. Donc on a 2276 tables aujourd'hui, 2276 datasets qui sont alimentés. Ça ne répond toujours pas à la question, mais il y a quoi parmi ces 2276 datasets? Donc on a eu besoin, ceci est une expression de besoin qui a 2 ans, on a eu besoin de faciliter l'accès à la typologie de données présentes dans le data lake. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire, à quoi je peux demander accès. On a eu besoin aussi de pouvoir outiller l'accès à la donnée.
comment on fait une demande d'accès, comment je valide mes demandes d'accès. Le RGPD est arrivé en cours de développement de cet outil. Il nous a obligés à avoir un peu plus de process que de mettre de la donnée et de la mettre à disposition sans vérification. Donc on a eu un besoin en termes, alors je ne vais pas tous les publier, mais d'avoir un peu de reporting. On a eu besoin de montrer, de pouvoir rechercher parmi les métadonnées et surtout de pouvoir avoir un socle pour le CDO et pour nos data managers pour pouvoir autoriser ou non les accès aux données. Alors là où sur le Data Lake Loader, on a choisi de le développer en interne parce qu'on était persuadé que si on voulait maîtriser, c'était la meilleure solution. Autant le Data Lake Explorer, on s'est rendu compte que c'était ni notre métier, ni notre savoir-faire. On l'a acheté. On l'a acheté à Xebia, Zinea, qui est une start-up Xebia. Et donc on a Zinea aujourd'hui en interne. Et il permet donc d'apporter, au-delà de la slide précédente, la visibilité sur ce qui est aujourd'hui dans le Data Lake, de préparer le support à l'hybride, donc d'être compatible Google Cloud, d'apporter les métadatas fonctionnels dont on a besoin pour autoriser ou non l'accès et de vérifier qu'on est compatible avec la GDPR, le RGPD. Donc le catalogue de données, il est accessible à tout le monde chez Renault. N'importe qui a un compte technique peut s'y connecter et voir les métadatas. C'est important pour nous qu'on puisse ouvrir et démocratiser l'accès. On s'en sert dans deux cas d'usage principalement. Quand on démarre un nouveau produit, on veut croiser de la donnée entre elles, on va aller voir est-ce qu'elles sont disponibles et si oui, où est-ce qu'elles sont. Et on s'en sert pour autoriser l'accès à la donnée. Est-ce qu'il y a de la donnée personnelle? Est-ce que la finalité est bien conforme à ce qui est déclaré auprès de la CNIL? Aujourd'hui, en termes d'usage, donc on a 660 utilisateurs et 160 personnes capables d'administrer et 152 catégories, donc 152 bases de données référencées. Le tout est cherchable avec des recherches à la Google. C'est vraiment intéressant aujourd'hui pour que les gens, quand ils recherchent une information de type véhicule, de type incident ou autre, aient l'information le plus rapidement possible. On a pas mal de choses qui vont récupérer automatiquement les métadatas. On a du Hive, donc on sait interroger le Metastore, voir la liste des tables, la liste des champs, détecter les changements. Rien ne remplace l'information qui a été saisie par la personne qui connaît la donnée. On a eu de nombreux projets qui ont souffert pendant des mois, je ne vais pas dire des années, mais presque, parce qu'on n'a pas maîtrisé la bonne donnée au bon moment. Et donc on demande aux gens de renseigner les informations dont ils ont connaissance dans l'outil. On essaie de les inciter, il y a des barres de progression à la LinkedIn pour vous dire j'ai bien fait mon travail. Ça c'est mon dashboard qui est rouge, donc j'ai vraisemblablement pas bien fait mon travail. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une complétude d'informations complète, et la complétude d'informations, c'est technique et fonctionnel. Ça c'est pour nous très, très important. Qui peut apporter de l'information? Alors je vous passe aussi tous les rôles en termes de data. Ce slide-là pour vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir autour du data lake et autour de la data chez Renault. On va retrouver des briques hautes, le CDO, le DPO, des data managers, des architectes, des développeurs, des équipes projets, des équipes data source. Le data catalogue, il est là pour centraliser toutes les informations qui sont nécessaires pour bien comprendre les données dans le data lake. What's next? Donc on réfléchit aujourd'hui, on commence à travailler sur des technos hybrides, donc du GCP pour ne pas le citer. On va industrialiser, on est en train, avec une target début 2019, les flux temps réel, à base d'architecture lambda, voire de event-driven architecture. Il paraît que le lambda, c'est un peu has-been aujourd'hui. On travaille sur un data lineage, comme je vous disais, il faut qu'on soit capable de dire la donnée, elle vient de tel endroit, elle a été processée à tel endroit. Et on continue sur la dispersion des compétences et des connaissances en termes de formation. Et on réfléchit éventuellement à open source LDLL, mais ça, c'est à vous de me dire si éventuellement ça vous intéresserait. Voilà, je m'arrête là. Je crois qu'on est bon en termes de temps. Je peux prendre quelques questions si vous en avez. En tout cas, merci pour votre attention. J'avais une question sur l'un de vos slides. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Encore. Juste après. Encore. Ouais, c'était là. Vous parlez de deploying ingestion and refining jobs without writing a single line of code. Donc c'est juste de la configuration. Oui. Est-ce que vous automatisez cette configuration ou pas?
On nous le demande. Ouais. Aujourd'hui, le principal problème de cet outil, c'est que donc on le met dans la main de business analysts et de métiers. Alors, le déploiement est automatisé, il y a une démarche DevOps aujourd'hui. Donc les gens savent générer à partir des sources d'informations dont ils disposent. En général, c'est de l'Excel. Donc on sait passer d'un fichier Excel à des fichiers de conf. Il y a aujourd'hui une certaine souffrance de la part des data engineers qui l'utilisent parce que c'est clairement pas un outil pour des data engineers. On est en train aujourd'hui on travaille sur une IHM qui permet d'abstraire encore un peu plus la couche technique. Ce qu'on veut, c'est que les data engineers se focus sur du code qui ne soit pas du code, une caisse classe en Scala qui va ingérer un CSV. Je schématise, mais on leur demande de travailler sur des évolutions de l'outil, sur des use cases qui ne sont pas compatibles. Ça arrive aujourd'hui qu'on doit encore descendre à une certaine granularité de code qui ne soit pas compatible. On privilégie l'approche SQL, parce que du coup elle est compatible on-prem et BigQuery, GCP. Et après, ça va être du développement du DF, ça va être du développement spécifique en mode SDK. Donc on développe toujours, mais on développe une et une seule fois le même code. D'accord. Et cette conf va simplement prendre ces morceaux de développement et puis les configurer, les mettre ensemble pour pouvoir avancer. C'est très similaire à une conf Talend ou à une conf Kettle ou Informatica. C'est du JSON, pas du XML, mais ça va spécifier où est la donnée, qu'est-ce que je fais avec, comment je raffine mes champs, comment j'agrège, comment j'écris, avec quel algorithme. Merci. De rien. Une question au bout. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire sur les UDF, parce que c'est un point que je trouve intéressant, parce que justement, dans tout ce qui est data lineage et configuration automatique, dès qu'on a des UDF, c'est un peu les boîtes noires, et c'est vraiment un des problèmes, pour moi, principaux de tout ce data management. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées pour traiter ça, ou si vous avez mis des choses en place. Alors, c'est un gros problème aujourd'hui, ce type de boîte noire. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il y a des informations qui doivent être saisies manuellement, parce que c'est la seule manière de faire. Alors, on regarde des outils automatiques. On est sur une Norton, donc du Ranger, avec les dernières versions qui, normalement, officiellement, peuvent gommer cet effet boîte noire. Maintenant, on n'est pas intimement convaincu. On sait qu'on a des efforts à faire en termes de lineage et on n'en est pas au bout. Donc, je n'ai pas de réponse pour répondre à 100% de manière automatique au data lineage, mais je ne suis pas sûr que ce soit actuellement possible. Par contre, d'identifier les personnes qui ont bossé sur les traitements et pouvoir les contacter en cas de question, ça c'est très efficace également. Merci beaucoup.